Vous avez plein de questions sur cette épidémie et sur le coronavirus. On va essayer de vous donner des réponses. Et donc je vous présente le docteur Virginie Vitra, infectiologue au centre hospitalier d'Annecy, qui va répondre à la première question. Qu'est-ce que c'est que ce coronavirus ? Alors le coronavirus, qui a donné son nom à la maladie actuelle Covid-19, c'est un virus qui fait partie d'une famille bien connue, mais de temps en temps on a un virus émergent, un virus nouveau, et ces virus nouveaux, ils ont deux particularités. Ils sont généralement très contagieux, parce qu'ils arrivent chez des gens qui n'ont jamais été infectés, et pour certains, ils peuvent être graves avec une mortalité importante, et c'est le cas de ce Covid-19. Donc ce Covid-19 qui a émergé fin décembre en Chine et qui est arrivé chez nous plus récemment, dans la grande majorité des cas, c'est une maladie bénigne. 80% des formes, ça va être le nez qui coule, un petit peu de toux, éventuellement un petit peu de fièvre, mais c'est des gens qui restent à la maison et qui ne vont pas faire de complications. Et dans 15 à 20% des cas, on peut avoir des formes plus graves qui vont nécessiter une hospitalisation et aller même jusqu'à la réanimation pour 5% des personnes. Ce qui est important de noter, c'est que dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de forme grave chez l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un élément rassurant. L'incubation de cette maladie, c'est-à-dire la durée entre le contact avec une personne malade et le fait de développer la maladie, elle est en moyenne de 5 jours. Elle peut aller de 2 à 14 jours, mais en moyenne de 5 jours. Merci beaucoup Virginie pour ces premières explications. Des questions maintenant sur la transmission et la contagiosité de ce virus. Alors, ce virus Covid-19, on a avancé un petit peu sur la connaissance. Aujourd'hui, on sait que c'est une transmission par gouttelettes, c'est-à-dire par des grosses particules qui vont être projetées à l'occasion d'une toux, d'un éternuement, ou lorsqu'on parle, donc les postillons, très classiques, très clairement, et qui peuvent se projeter jusqu'à une distance d'1 mètre. Donc la meilleure protection dans ce contexte-là, c'est le masque. Et ces gouttelettes, elles vont se déposer sur les surfaces, et on peut ensuite avoir une transmission indirecte en touchant les surfaces. On aura les mains contaminées, et si ces mains touchent notre visage, et notamment les muqueuses, on va avoir à ce moment-là un risque d'infection. Donc voilà, les deux modes de transmission, c'est la projection avec une transmission de mode gouttelette, et les surfaces avec une transmission par les mains. Donc c'est un virus qui est extrêmement contagieux. En ville, on considère qu'une personne infectée peut contaminer jusqu'à 2 à 3 personnes. À l'hôpital et dans les établissements de soins, et également les EHPAD ou les établissements médico-sociaux, c'est probablement beaucoup plus que 2 à 3 personnes qui sont infectées à partir d'un patient. Une question que tout le monde se pose et qu'on se pose tous, les tests. Qui est-ce qu'on teste et quelles sont les indications de test ? Alors aujourd'hui, la disponibilité des tests, elle est bonne au centre hospitalier Annecy-Genevois et également en ville. Il y a plusieurs laboratoires de ville qui ont la possibilité de faire ces tests. On note néanmoins qu'on est dans un contexte au niveau national de tension sur les matières premières, c'est-à-dire les couvillons, le petit coton-tige qu'on met dans le nez pour faire le test ou les réactifs. Mais aujourd'hui, on est tout à fait en capacité de faire ces tests. Cependant, les tests sont réservés à certaines situations. C'est confirmer une infection chez des patients qui sont en collectivité, que ce soit à l'hôpital ou encore une fois dans les EHPAD ou dans une autre collectivité. Donc pour confirmer les premiers cas et mettre en place des mesures vraiment d'isolement de ces cas pour éviter une épidémie. Et l'autre indication des tests, ce sont les professionnels de santé qui ont des symptômes à type de toux et de fièvre, donc avec des tests, encore une fois, pour confirmer l'infection et permettre un arrêt de travail et renforcer les mesures barrières lorsqu'ils reprennent leur activité. Chez les personnes en ville qui sont polysymptomatiques, il n'y a pas de raison de réaliser un test aujourd'hui. Les recommandations évolueront peut-être, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci. Est-ce qu'on peut parler de traitement ? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas de traitement spécifique pour ce Covid ? Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui soit recommandé de façon formelle. Il y a plusieurs molécules, donc plusieurs médicaments qui ont été identifiés, soit sur des données in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, soit sur des données sur des virus proches, comme le virus du SRAS en 2003. Et à partir de ces données, on imagine qu'il y a probablement un intérêt sur le coronavirus Covid-19. Aujourd'hui, il y a des études, donc des essais cliniques qui sont réalisés, qui vont permettre de confirmer ou pas l'efficacité de tel ou tel traitement. Et il faut se baser actuellement sur ces données pour mettre en route un traitement. Il y a des recommandations qui sont sorties très clairement. Actuellement, il n'y a pas d'indication de traiter des personnes avec des formes bénignes en ville. Docteur Vitra, dernière question. Où en est-on aujourd'hui, 27 mars, de cette épidémie dans notre région et dans notre pays ? Donc aujourd'hui, toute la France est passée en phase 3 de l'épidémie, c'est-à-dire une circulation active du virus à peu près dans toutes les régions de France. Après, il y a des disparités locales. Nous, ici, dans la région, sur le territoire d'Annecy, on a une expérience qui remonte à début février avec initialement des cas assez localisés et une circulation là clairement active du virus en ville actuellement.
Donc aujourd'hui, il est raisonnable, compte tenu de ces formes avec peu de symptômes, de considérer que tout patient est potentiellement infecté par le virus et est atteint du Covid-19, et donc de mettre en place des précautions standards, c'est-à-dire ces précautions universelles d'hygiène qui permettent de garantir une limitation du risque de transmission devant tout patient. Merci au docteur Vitra pour cette présentation. Donc, vous nous avez parlé, docteur Vitra, de précautions standards. Je vous présente le docteur Nguyen, qui est praticien hygiéniste au centre hospitalier Annecy-Genevois. Qu'est-ce que sont donc ces protections standards? Alors, les précautions standards... Les précautions standards, pardon. Les précautions standards existent depuis bien longtemps, avant que je sois hygiéniste. C'est les mesures de base que tous les soignants doivent adopter pour prévenir toute infection dans tout milieu de soins vis-à-vis de tout patient. Et vous verrez que ça répond à de nombreuses questions et ça répond à de nombreuses mesures de prévention vis-à-vis du Covid. Premièrement, la tenue. Alors la tenue, qui semble évidente pour plein de gens à l'hôpital, mais je dois préciser qu'une tenue d'un professionnel de santé, qu'il soit en ville, en médico-social ou en hôpital, doit être changée tous les jours et elle doit être dédiée à l'activité professionnelle. Par ailleurs, tout bijou aux mains, tout bracelet, bague, même les alliances, les montres doivent être totalement abandonnés dans le domaine du soin, du moins pour les professionnels. Il a été clairement démontré que c'était des vecteurs de micro-organismes. Les solutions hydroalcooliques. Alors les solutions hydroalcooliques, en temps normal, tous les professionnels devraient en être équipés. En temps normal, ce n'est pas une denrée rare, c'est quelque chose qui doit être dans vos poches si vous vous déplacez à domicile. C'est quelque chose qui doit être approvisionné de manière régulière dans des distributeurs si vous travaillez en structure de santé. Une solution hydroalcoolique n'est virucide et bactéricide que si la friction dure 30 secondes. Et il est clairement démontré dans les audits que ce paramètre est conforme à hauteur de 20% depuis des années. La partie la plus souvent oubliée est le bout des doigts et également les pouces. Donc ne jamais oublier cette partie des mains. Poursuivre dans ces précautions standards, on a donc bien compris l'extrême importance de lavage des mains. Parlons des masques, docteur Nguyen. On voit des masques chirurgicaux, on voit des masques FFP2. Est-ce que vous pouvez nous être très clair sur quel masque, pour quelle indication? Le masque, aujourd'hui, est réservé au domaine du soin. Il est indiqué pour toute personne présentant des signes d'infection respiratoire, qu'ils soient bénins, qu'ils soient signes hauts de la sphère haute, de la sphère basse, que ce soit le professionnel ou que ce soit le patient qui se trouve dans des zones communes. Le masque doit être porté de manière conforme. Donc un masque est utile seulement s'il est porté de manière bien ajustée et dans le bon sens. C'est-à-dire qu'un masque présente toujours un sens. En général, quand il y a une face colorée, elle va à l'extérieur et la barrette doit être rigoureusement ajustée sur le nez et sur les joues. Sinon, on perd de son efficacité. Il existe également des masques de protection respiratoire, ce qu'on voit très souvent depuis le début de cette épidémie dans le cadre du Covid. Le masque de protection respiratoire est indiqué en routine dans la prévention de la transmission de la tuberculose, de la varicelle, de la rougeole. Et il est réservé aujourd'hui qu'aux soignants. Il n'a aucune utilité vis-à-vis du patient. Un masque de protection respiratoire doit être également ajusté de manière spécifique. Vous trouverez sur les moteurs de recherche des films illustrant la manière de porter ce masque de manière conforme. Ou alors, le menton, la bouche, le nez. Enfin, passez la barrette sur le nez. Ensuite, faut tester. C'est impératif. Couvrez le masque avec les mains ou encore mieux avec une feuille plastique. Inspirez. Vous devez sentir que le masque se plaque sur le visage. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça fuit. Ce masque FFP2 est et a toujours été indiqué également
lors de gestes à risque d'aérosol pratiqués sur la sphère oropharyngée d'un patient présentant des signes d'infection respiratoire. C'est-à-dire, concrètement, le soignant doit porter un masque FFP2 lorsqu'il réalise de la kiné respiratoire chez un patient infecté, une fibroscopie sur la sphère ORL, une fibroscopie bronchique, une aspiration trachéale, une intubation. Voilà, des exemples de gestes aérosolisants. Très bien, vous nous avez donc parlé des masques. On est bien dans le cadre, docteur, de soins aux patients. Et donc, dans le cadre de ces soins aux patients, vous allez nous parler de lunettes également. Alors, les lunettes, elles sont méconnues, voire inconnues, de beaucoup de soignants. Alors, on s'adresse toujours aux soignants, n'est-ce pas? Les lunettes sont indissociables d'un masque qui soit chirurgical ou FFP2 en cas de risque de projection. Ce qui veut dire que tout professionnel, que ce soit en ville ou à l'hôpital, doit être équipé de lunettes. Un infirmier, un médecin, un dentiste, un thanatopracteur, une sage-femme doit avoir toujours à disposition sa paire de lunettes. Alors, une paire de lunettes se porte en cas de risque de projection. Tout simplement, avec un masque. On vient donc de parler de précautions standards. J'imagine qu'il y a maintenant des précautions spécifiques pour la prise en charge de ces patients, soit suspects, soit confirmés Covid. Oui, alors aujourd'hui, 27 mars 2020, les précautions spécifiques pour la prise en charge d'un cas suspect ou confirmé Covid ne contiennent pas beaucoup plus de précautions que celles qui sont standards. Merci. Est-ce qu'on peut parler maintenant de désinfection? Comment on désinfecte toutes ces choses et nous parler un peu de désinfection après avoir réalisé un geste? Alors, les procédures de désinfection seront plus rigoureuses que ce qu'on connaît des précautions standards. Effectivement, c'est la dernière différence à faire avec les précautions standards. Pour être virucide, avec nos produits d'entretien classiques, il est nécessaire de passer beaucoup plus de temps sur les surfaces et le matériel. Pour être concrète, pour un désinfectant type Surface Safe, il sera nécessaire de désinfecter pendant 5 minutes le matériel et les surfaces, c'est-à-dire de maintenir humide la totalité du matériel ou de la surface. Pour les autres produits d'entretien classiques, type Surfanios ou Oxyflore, ce temps est amené à 15 minutes. Donc si nécessaire, il sera nécessaire de répéter l'opération autant de fois qu'il le faut. Vous nous parlez aussi de, alors, notamment pour nos collègues de ville, mais également pour nos collègues hospitaliers ou de centres médico-sociaux, du téléphone, parce qu'on l'oublie souvent, du stylo avec lequel on va écrire, de choses, ou de l'ordinateur par exemple. Dites-nous un petit peu des choses sur ces outils du quotidien qu'on oublie de temps en temps parce qu'ils ne sont pas forcément des outils médico-soignants. Alors, autant il sera nécessaire de désinfecter systématiquement le matériel médical utilisé, qui a été en contact avec le patient ou avec le professionnel, les mains du professionnel, autant la désinfection du téléphone et du matériel tel que le stylo, les ordinateurs sont des vecteurs, mais des vecteurs qu'on considère indirects. Donc inutile de s'acharner sur ce matériel. On recommande, et ça reste une simple recommandation, pas une obligation, de les désinfecter de temps en temps, dans la mesure du faisable, et en respectant, en utilisant des produits qui sont adaptés et que le matériel tolérera.
Enfin, n'oublions pas que le seul vecteur direct sur lequel nous devons être irréprochables est les mains. Et enfin, pour conclure, quelques questions sur la population générale. On a parlé de nos collègues soignants, de nos collègues médecins, de tous les soignants avec toutes ces précautions standards ou spécifiques Covid. Et la population générale. On croise des gens avec des masques, on fait les courses avec des voisines de tomates qui ont des gants Mappa. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc aujourd'hui, oui, on voit beaucoup trop de masques et de précautions qui n'ont pas lieu d'être pour la population générale. Mettre des gants, c'est source d'erreur et on risque beaucoup plus de se contaminer en mettant des gants. Donc aujourd'hui, en population générale, il n'y a pas de recommandation ni de port de masque chirurgical, ni de port de masque FFP2. Ces masques doivent être réservés aux soignants qui sont en contact de patients suspects ou infectés. La meilleure mesure en population générale, c'est la distanciation sociale. Donc on vous a dit en introduction que la transmission elle se faisait par des gouttelettes qui peuvent être projetées jusqu'à 1 mètre autour de la personne infectée. Donc si on garde cette distance de 1 mètre qui est recommandée, il n'y a pas de problème et encore une fois pas d'indication de masque, pas d'indication de gants non plus en population générale et surtout on invite tous les habitants à ne pas acheter des masques ou du gel hydroalcoolique sur des marchés parallèles, parce que c'est autant de masques qui seront imputés à l'utilisation pour les soins au contact de patients, encore une fois, infectés et qui peuvent excréter de fortes quantités de virus. Et pour les gels hydroalcooliques, de la même façon, le lavage, l'hygiène des mains au savon doux, en respectant donc un temps d'hygiène des mains d'1 minute 30, est efficace sur ce Covid-19 et c'est ce qui doit être fait à la maison. Merci beaucoup. Et vous avez une adresse mail qui s'affiche juste en dessous de la vidéo, sur laquelle il ne faut pas hésiter à nous écrire. On essaye d'être le plus proche de vous à répondre à toutes vos questions. S'il persiste des questions, vous écrivez sur cette adresse et on essaiera de vous répondre au plus vite. Merci, docteur. Merci.